Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal, il est 17h10 à Paris. Demain sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. La Chine est dans l'œil du cyclone. L'affrontement commercial avec les États-Unis ne s'apaise pas. Dans ces conditions, comment évoluent les relations entre la Chine et l'Afrique ? Le continent reste-t-il une priorité pour Pékin ? Question posée au professeur Thierry Perrault, grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec Jean-Pierre Boris, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Radio Foot International. Joseph. Bonjour et bienvenue dans Radio Foot, c'est l'édition du vendredi, c'est le Café des Sports et c'est en direct sur Facebook avec du beau monde autour de cette table. Nous avons Rémi Ngono. Bonjour Rémi. Bonjour mon cher ami et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et bien évidemment au féminin comme au masculin. Nous avons également Nabil Djellit. Bonjour Nabil. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Xavier Barré. Bonjour Xavier. Salut Christophe. Tiens, Rémi Ngono, mais je l'ai aperçu tout à l'heure. Ouais. Dans le hall. Lui m'a fui. Vous vous êtes reconnu. Ah oui. Bon, cette fois-ci j'ai dit je vais déchirer ces vieux habits là. Cette personne Allez, je me le dit mets quelque sur le chose. tapis avec mon kimono africain. Alejandro Valente est avec nous également. Bonjour Alejandro. Bonjour Christophe. À la une, la rentrée musclée de Djamel Belmadi. Cette semaine, en conférence de presse, le sélectionneur de l'Algérie est revenu sur le climat qui régnait autour de l'équipe nationale pendant la Coupe d'Afrique en Égypte. Il en veut aux consultants télé, notamment, trop critiques à son goût. L'équipe de France reçoit l'Albanie demain en éliminatoire de l'Euro 2020. Sans Mbappé, sans Pogba, sans Kanté, quel visage les Bleus vont-ils présenter ? Débat à suivre. Le retour de Neymar, le joueur, le Brésilien, est titulaire avec la Seleção pour affronter la Colombie ce vendredi à Miami. 3 mois qu'il n'a pas disputé un match. Est-ce une bonne chose pour le PSG de le voir démarrer la rencontre ? On écoutera son sélectionneur. Pour lui, il n'y a aucun problème. Et puis à saisir, Lionel Messi, disponible dès l'été 2020 pour 0 €. C'est une petite annonce pas si fantaisiste que ça. La presse espagnole révèle que le dernier contrat de l'Argentin avec le FC Barcelone prévoit la possibilité qu'il puisse partir sans indemnité. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est imaginable ? Oui, un vieil habit, on le met à la friperie. Vous avez bien 0 € dans la poche, Rémi Ngono, pour acheter un petit Messi. Bon, on va débattre de tout ça à Radio Foot, où l'on attend l'arrivée imminente d'Habib Beye également. Ça a été préparé avec David Finzel, avec Laurent Salerno, Pierre-Olivier Guérin, et nous sommes ensemble pour 45 minutes, plus le temps additionnel. Et c'est fini. Et c'est terminé. L'Algérie championne d'Afrique. L'Algérie, 29 ans après, décroche un 2e titre de champion d'Afrique. Comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude de s'exprimer. C'est même pas s'exprimer, vomir leur haine. Et ils viennent et ils demandent pardon. Moi, je les appelle, ceux-là, moi. Et le terme, il a été. J'ai pris le temps de bien analyser. Et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. L'euphorie du 19 juillet dernier au Stade international du Caire. Le soir du titre, eh bien, cette euphorie, elle est bien retombée visiblement dans l'esprit de Djamel Belmadi. Le sélectionneur de l'Algérie tenait une conférence de presse cette semaine, en début de semaine, en prévision du match amical contre le Bénin. Ce sera lundi à Alger. Et il a eu ces mots que vous venez d'entendre, des criminels de l'audiovisuel. Nabil, je me tourne d'abord vers vous. Belmadi vise apparemment les consultants télé. Oui, dont certains. Ce qui mérite ces qualificatifs, criminels. Non, je trouve que c'est disproportionné parce que le mot criminel renvoie effectivement à des faits de violence quand même d'un autre ordre que des critiques qu'on peut considérer comme acerbes ou parfois complètement disproportionnées ou maladroites ou contre-productifs pour
le football algérien. Bon, c'est un peu dans la culture algérienne ces dernières années, avec aussi une forme de liberté qui est apparue, peut-être mal gérée au niveau déontologique, puisqu'on est quand même passé un peu du fait unique à la diversité totale, avec une multiplication des médias et parfois effectivement sans balise. Et là, il s'adresse un peu directement à certains anciens joueurs directement, mais ça arrive aussi chez nous en France, puisqu'on sait que par exemple, il peut y avoir des polémiques parfois entre des hommes en poste. Christophe Dugarry, par exemple, qui a fait récemment l'actualité à ce niveau-là. Là, il s'adresse plus particulièrement à quelqu'un peut-être qui n'est pas très connu du grand public ici, mais qui est très connu en Algérie, qui s'appelle Ali Benchir, qui est en fait un ancien joueur de la sélection nationale, mais surtout la des star. Années 70. Voilà, vous devez le connaître, mais surtout la star du plus grand club algérien, on va dire, en termes d'assises populaires, le Mouloudia Club d'Alger, qui est effectivement, qui a souvent foudroyé un peu les joueurs algériens. Il a cité Guedjura, Mandi, Slimani, même Mahrez apparemment. Il s'en prenne à tout le monde. Alors il y avait Madjer il y a quelques temps de ça, mais Madjer lui a travaillé pour une chaîne étrangère, il s'est mis un petit peu sur le côté. Mais je vous donne un exemple, par exemple les joueurs binationaux, Mahrez, Guedjura, Fegouli et tout. Ce monsieur-là, il les considère presque pas comme des Algériens à part entière puisqu'il les appelle les immigrés. Donc déjà dans le traitement, il y a une catégorisation en fait des joueurs algériens, comme s'il y avait deux types de joueurs algériens, entre guillemets les purs, ceux qui jouent au pays, les locaux, et les autres qui sont finalement pas des vrais Algériens. Donc voilà, il y a plein de choses de cet ordre-là qui finalement ont toujours un petit peu pollué le climat et l'environnement de la sélection algérienne. Moi, je terminerai là-dessus. Une fois, j'en avais discuté avec Christian Gourcuff, qui est resté très peu de temps à la tête de la sélection algérienne et qui est aussi parti à cause notamment de ça. Et il m'avait dit, Nabil, les joueurs, vous ne mesurez pas à quel point, mais ça les rend très nerveux et ça crée un climat malsain et ça ne leur permet pas réellement d'être performants. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Xavier Barré? On se souvient de Ali Lodzic aussi, qui avait eu des problèmes avec la presse algérienne en son temps. Oui, mais on peut, Nabil y a fait allusion, on a connu ça en France aussi. Souvenez-vous, en 2006, quand Willy Sagnol s'en était pris à Marcel Desailly, Desailly, en disant oui, ces anciens qui donnent des leçons à la télé. Aimé Jacquet en 98, après la victoire en finale de Coupe du Monde, je ne pardonnerai jamais, à l'attention d'un certain nombre de confrères et notamment du journal L'Équipe. Donc, alors bien sûr, les mots étaient peut-être pas aussi forts, parce que là, c'est vrai que criminel, c'est un peu excessif, mais il y a souvent ce décalage entre les hommes qui restent sur le terrain et ceux qui deviennent consultants. Souvent, l'un et l'autre se mélangent. Parfois, on a affaire à des oppositions un peu inexplicables. Vous voyez, dans le cas de Willy Sagnol, qui à l'époque disait, voilà, en s'en prenant à Marcel Desailly, oui, ces anciens qui donnent des leçons à la télé ou à la radio, depuis, il est devenu consultant. Donc voilà. Donc on sait que parfois, après, avec le temps, avec l'expérience, les relations se polissent. Mais c'est vrai que dans le cas de ce qui s'est passé en Algérie, on sent que Jamel Belmadi avait vraiment envie de régler quelques comptes parce qu'il a sorti quand même la sulfateuse. Rémi? Je condamne fermement de tels propos parce que la Déclaration universelle, article 19 de la Déclaration, comme j'ai dit, Déclaration universelle des droits de l'homme, demande déjà une certaine liberté d'expression et on ne peut pas utiliser aussi des mots qui peuvent être aussi durs par rapport à quelques consultants qui n'ont fait que pouvoir jouir de cette liberté, qui ne se sont pas attaqués personnellement, ni aux sélectionneurs, mais qui ont critiqué des performances. Comme d'ailleurs le disait tout de suite Xavier Barré, même lorsque Jacquet remporte la Coupe du Monde, c'est quand même en 98, il a été sévèrement critiqué. C'est aussi il a été critiqué avant de remporter. Et avant même de remporter. Là, il nous parle, il a remporté la CAN. Il n'est pas le premier. L'Algérie a remporté la CAN en 90 après avoir été critiqué. Et même, c'était de la meilleure des façons. Qu'ils sortent aujourd'hui, non, attendez, Nabil, qu'ils sortent aujourd'hui totalement l'épée des fourreaux pour dire, là, c'est des criminels de l'audiovisuel. Là, c'est le criminel de la liberté d'expression. C'est le criminel qui refuse même le débat. C'est le criminel qui croit qu'on ne peut pas critiquer un joueur ou qu'on ne peut pas critiquer sa philosophie de jeu. C'est le criminel qui ne voudrait pas que les autres puissent, parce qu'ils sont actuellement devenus consultants, donc journalistes, qu'ils puissent dire quelque chose qui soit contre lui ou contre certains joueurs. Donc, il
voudrait la brosse à reluire. Et c'est ça le problème aussi, surtout en Afrique, où chacun, quand il arrive, il voudrait se faire déifier, il ne voudrait pas la moindre critique. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, il a utilisé justement des mots très très difficiles, très très durs, mais c'est lui le criminel, parce que c'est la première des choses qu'il faut condamner lorsqu'on refuse déjà la liberté d'expression à des consultants. Le mot criminel, il est peut-être pas adapté. Mais lui, il a quand même le droit de remettre en question certaines analyses, et notamment des choses qui sont parfois fallacieuses et qui créent quand même un climat de zizanie au sein d'une sélection nationale. Quand vous véhiculez des rumeurs, parce qu'il y a des choses qui sont inventées parfois, moi je n'ai pas envie de rentrer ici dans les détails, mais des fois il y a eu des interviews, je ne parle pas que des consultants télé, parfois vous avez des fausses interviews qui ont été publiées de joueurs qui n'ont jamais parlé, parfois on va chercher la petite bête là où elle n'existe pas. Bon, moi j'ai pas envie de citer de nom, mais il y a quelques années de ça, c'était avant que l'Algérie joue l'Égypte en 2011 ou 12. J'étais à côté de confrères qui, à côté de moi, disaient bah, tiens, on va écrire ça pour dégommer Rabat Saadan. Mais gratuitement, je veux dire, pas de manière fondée ni argumentée, parce que on est dans le règlement de compte pour X questions. Il y a aussi le traitement de l'information, parfois qui peut être divergent selon, comme je vous l'ai dit, selon que vous êtes un joueur du cru, donc vous avez des affinités, selon que vous êtes un joueur originaire d'Europe, du coup, il y a une suspicion à votre égard. Et il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est quand les sélections africaines, peut-être pas que l'Algérie, mais en tout cas l'Algérie, ça a souvent été le cas. Quand ça gagne, c'est fantastique, mais quand ça perd, c'est de la faute des beurs. Mais ça, c'est partout, tout le temps. Et aujourd'hui, c'est une époque où, malheureusement, avec les réseaux sociaux et tout ça, la critique est partout. Elle est parfois excessive, elle est parfois outrancière. Oui, mais tu peux pas sur des mensonges. Oui, mais il faut vivre avec. Donc, il faut qu'un des rôles de l'entraîneur est de protéger les joueurs en essayant de jouer les paratonnerres et en essayant d'attirer à lui ce genre d'attaque afin de mieux les gérer. Mais on peut se fâcher contre les consultants, on ne pourra pas les empêcher de parler et de continuer à critiquer. Alors maintenant, on va écouter un extrait sonore et vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Au-dessus du mur, il y a grand danger. Et il y a grand danger, et il y a but. Superbe but de Belmadi. L'Algérie n'est plus menée que 3-1. Belmadi et le stade de France explose. J'étais même face à Belmadi quand il a tiré ce coup franc. Et c'était Fabien Barthez qui était au but. C'était le 6 octobre 2001. Oui, j'étais là. C'était un climat assez anxiogène d'ailleurs, même avant de rentrer dans le stade. Et c'était un match qui effectivement n'était pas allé au bout, victime de son intensité émotionnelle. Même si, je le rappelle, et c'est important à dire, c'était plus un débordement de joie non contrôlé que des faits de violence, puisqu'il n'y avait pas eu de... Il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est un match qui s'est arrêté à un quart d'heure de la fin, effectivement, suite à l'envahissement du stade de la pelouse du Stade de France par plusieurs dizaines de supporters de l'équipe d'Algérie. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que Jamel Belmadi en a reparlé cette semaine, non pas de ce match de 2001, mais de faire une revanche, donc un possible match Algérie-France. Habib Bey, on vous salue, bonjour. Bonjour, excusez-moi pour mon retard, c'est indépendant de ma volonté, mais à tous les tant que tu n'étais pas en retard sur tes interventions quand tu joues à l'OM, nous, ça ne nous dérange pas. Alors, la question Algérie-France, est-ce que c'est possible dans un avenir proche ? Heureusement que c'est possible. Heureusement que c'est possible, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on organise des manifestations, qu'elles soient sportives ou autres, avec énormément de monde. Il suffit d'avoir la sécurité il faut l'anticiper. Je crois qu'il ne faut pas condamner justement ces faits de 2001 pour dire c'est impossible de jouer un France-Algérie ou un Algérie-France. Je pense qu'il y a eu plein d'élan de sympathie à travers tout ce qu'a pu faire la France ici en France avec son titre de champion du monde, ce qu'a pu faire l'Algérie récemment avec ce titre de champion d'Afrique. Il ne faut surtout pas se réfugier derrière cet épiphénomène pour moi qui était marquant, mais qui doit être géré et de façon à organiser un match qui pourrait être un match de prestige avec toute l'histoire que ça implique et d'être capable de gérer ce type d'événement, de gérer ce type d'éventuel débordement. Et comme l'a dit Nabil, je crois que c'est vrai que c'était un débordement de joie et pas forcément de violence, et ça c'est déjà une bonne chose. Si on doit organiser ce match, on doit être capable aussi de canaliser cette énergie qu'il peut y avoir dans les tribunes. Champion d'Afrique contre champion du monde. L'idée, c'est important. Ça pourrait avoir lieu dans quelle ville, Nabil ? L'idée, ce qui est important de dire, c'est que ça n'aurait pas lieu en France. C'est pas dans l'esprit aujourd'hui des Algériens. C'est pour ça serait en Algérie. Ça serait en Algérie. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Ils sont en train de finir des stades. Ça pourrait être à Oran, par exemple, qui a toujours été une ville
qui a même enrichi la littérature française au niveau des relations entre l'Algérie et la France. Ça pourrait être à Alger. En fait, c'est pas moi, je connais l'Algérie parce que j'y vais, je sais comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais en termes de sécurité, si l'Algérie veut organiser un match amical avec la France, c'est pas compliqué, je veux dire, pour les Algériens. Dans la gestion de la sécurité, c'est quelque chose qu'ils connaissent maintenant depuis une vingtaine d'années, et pas seulement pour des choses aussi agréables. Malheureusement, maintenant, ce qui s'est passé, on oublie de le rappeler peut-être, au-delà de l'envahissement de terrain, c'est aussi une défiance qui a eu lieu avec les sifflets au niveau de la Marseillaise. C'est ce qui avait été commenté, récupéré et instrumentalisé. Et rappelons aussi que quand on dit supporters algériens, oui, c'est des supporters algériens, mais c'est aussi des franco-algériens. Donc il y avait aussi, à ce moment-là, on va dire, des faits un peu sociétaux quoi, qui étaient également exprimés. Moi, c'est pour ça que j'ai dit supporters de l'équipe d'Algérie. Vous avez raison, parce que si ça se passe en Algérie, je vous le dis tranquillement, je peux peut-être me tromper et tout, ça sera d'un tout autre acabit. Mais n'oublions pas que pendant la CAN, quand même en France, il y a eu de nombreux débordements, alors que les matchs s'est joué en Égypte, donc en Algérie-France, même en Algérie, ça pourrait avoir aussi des répercussions importantes en France. Mais en Algérie, à mon avis, je peux me tromper, à mon avis, l'accueil serait plutôt classe et grandiose, parce que les Algériens, ils en ont marre qu'on véhicule une image d'eux qui ne correspond pas totalement à la réalité. C'est un pays qu'on ne connaît pas. Autant les Algériens connaissent la France, autant beaucoup de Français parlent de la France, mais combien de Français sont allés en Algérie? Je pose la question. Rémi? Oui, c'est un portrait et surtout un raisonnement très idyllique de la part de Nabil Djellit qui peut être une bonne courroie de transmission entre la France et l'Algérie, sauf que Alexandre Dumas du Fils disait on peut violer l'histoire mais à condition de lui faire un enfant. Et de ces relations incestueuses entre la France et l'Algérie, l'enfant qui est né, c'est toujours la violence. Parce que, quel que soit le cas... C'est un peu généralisé. Oui, là, donc, attends. Nous sommes en train de parler de ce sport-là. Parce que lorsque tout un chacun sait que, même en quart de finale, à partir des quarts de finale de la CAN, comme elle refait le signaler, quel que soit, c'est-à-dire que ça se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. Et les Champs-Élysées, tout le reste, tout le monde voit ce qui se passe. Ça ne se passe pas avec d'autres pays. Ce n'est qu'avec l'Algérie. Donc, l'histoire est là parce que les Algériens connaissent ce qui s'est passé. Nous, on ne veut pas y revenir. Et beaucoup aujourd'hui ont gardé une certaine aigreur par rapport à ça. Donc, moi, je n'imagine pas dans la tête de quelqu'un de pouvoir organiser ce match-là. C'est vrai que beaucoup de Franco-Algériens, et particulièrement l'équipe d'Algérie, a aligné 14 personnes, 14 joueurs qui sont nés en France. C'est pas que le fruit de la violence, donc l'Algérie et la France. 14 joueurs qui sont nés en France. Et même le sélectionneur, il est né à Champigny. Bon, mais sauf que à une certaine période, lui-même, il a dit tout de suite que même en Algérie, les commentateurs, les anciens disent que, mais écoutez, d'autres viennent, c'est les immigrés, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, et combien de fois maintenant, la France, c'est-à-dire que la France se déporte pour aller en Algérie. Moi, je ne vois pas comment est-ce que ça va se faire, sauf si peut-être Belmadi viendra avec un camion groumier de Caterpillar pour transporter des joueurs. Et que lui, il va assurer cette sécurité-là. Si déjà l'État français, avec tous ses moyens, ne parvient pas à assurer cette sécurité, qu'on me dise que ce sera très très beau, donc... J'en doute très fort. Il est déconnecté de la réalité puisque en Algérie, il y a des nouvelles générations qui sont moins liées organiquement à la guerre d'Algérie. La preuve, on l'a vu ces derniers mois, c'est une génération qui a envie de passer à autre chose. Et l'ambiance, la luminosité qui pouvait régner et qui a été parfois instrumentalisée par rapport à la France, elle est beaucoup moins vraie aujourd'hui en Algérie. Et moi, je vous assure que si demain l'équipe de France arrive en Algérie, ça va très bien se passer. Alors, non mais attends Rémi, je veux dire, apparemment tu as tous les éléments, tu connais parfaitement les relations franco-algériennes qui apparemment ont engendré de la violence. Moi je suis franco-algérien, j'ai pas l'impression d'être violent par exemple. Je veux dire, c'est beaucoup plus de choses positives et tu as dit quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ta plaidoirie, c'est qu'aujourd'hui 14 champions d'Afrique sont nés en France. Donc quelque part le sang mêlé à franco-algérien, il a donné aussi des bonnes choses. Et grâce à ces 14 gamins qui sont nés en France, qui ont été formés en France, l'Algérie, elle est aussi championne d'Afrique. Mais c'est pas que ça, Nabil. C'est moi où je comprends l'inquiétude de Rémi. Par contre, ce que je comprends pas, c'est la condamnation de dire c'est plus possible en fait. C'est l'inquiétude, on peut l'avoir, que ça soit
organisé en Algérie ou en France, puisqu'on a vu qu'il y a eu des débordements. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on doit être capable d'anticiper ça, de le gérer et de faire de ce match une fête. Parce que c'est un petit peu ça, en fait, ce que veut aujourd'hui Jamel Belmadi. C'est pas opposer l'Algérie à la France, c'est pas dire on va se jauger par rapport aux champions du monde. Ça devient un sujet politique. Un peu quand même. Mais là, on est dans la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un symbole derrière ce match. Il y a un symbole qui est bien plus important qu'un résultat. Il y a un symbole qui est beaucoup plus large. Et je trouve qu'il faut peut-être être inquiet sur l'organisation, mettre tout en place pour que ça s'organise correctement. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de dire c'est plus possible de jouer un Algérie-France. On parle d'un match de foot. On parle d'un match de football. Donc il faut être rationnel et se dire. Tu sais très bien que c'est exactement ce que je t'ai dit, que même la FIFA a souvent vu qu'il y a certains matchs entre certains pays européens, l'Ukraine peut-être avec la Pologne, que c'est un peu compliqué qu'on puisse organiser un match entre la Palestine et Israël. C'est très compliqué. Et quand il y a des problèmes diplomatiques, et surtout que parfois c'est des guerres fratricides, c'est des gens qui sont liés. Ces guerres-là, parfois, sont un peu violentes. Non, il y a eu quand même guerre, il y a eu beaucoup de sang, il y a eu beaucoup de choses. Donc, Rémi, voilà. Et puis, bon, peut-être comme un proverbe africain, le papillon ignore qui vient de la chenille. Aujourd'hui, on a surtout l'impression qu'il y a une volonté de chaque côté, parce que le président Le Gret le souhaite aussi, du côté français, de monter ce match. C'est une idée qui est dans l'air depuis pas mal d'années. On n'a pas de date, oui, Nabil ? Non, mais juste au passage, parce qu'il y a quand même des équipes de France qui sont rendues en Algérie ces dernières années, et notamment France 98, qui a joué plusieurs matchs de gala. Je n'ai pas l'impression que j'ai... Non, mais ils sont joués dans des gymnases avec 5 ou 6 000 personnes. Je veux dire, il n'y a pas eu de climat de défiance à leur égard. Et ça a été organisé, ça s'est très bien passé aussi. C'est important à dire. Bon, on va suivre ce projet, ce qui reste encore à l'état de projet, sachant que le président Zetchi, le président de la Fédération algérienne, a annoncé tout à l'heure qu'il y aurait un match entre l'Algérie en octobre, entre l'Algérie et une équipe sud-américaine. Oui, ça parle du Brésil. On parle du Brésil. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Les éliminatoires de l'Euro 2020, c'est aussi la rentrée pour les Bleus. Ce samedi, ils accueillent l'Albanie au Stade des France. Alors, il y a des absents. Il y a Kylian Mbappé, il y a Paul Pogba, il y a N'Golo Kanté. Mais pour Blaise Matuidi, que l'on va écouter, eh bien, ça ne doit pas empêcher les Bleus de gagner. Je pense qu'on a la chance, justement, en équipe de France, d'avoir un vivier énorme avec beaucoup de joueurs de grande qualité. On ne va pas se mentir aussi. Bien sûr qu'on a des joueurs qui sont importants de l'équipe de France qui sont absents, mais il y a des joueurs qui sont là, qui ont démontré, que ce soit en club ou en équipe nationale lorsqu'on a fait appel à eux, qui sont des joueurs qui peuvent apporter beaucoup. Donc, grande confiance au groupe, et on est capable, bien sûr, de gagner malgré les absences. Voilà, les propos recueillis par Olivier Pron à Clairefontaine. Habib, l'absence notamment de Kylian Mbappé pose cette question. Quelle attaque pour les Bleus face à l'Albanie ? Ils ont de la matière. Je pense il y a du monde. Si encore l'équipe de France devait jouer les Pays-Bas ou l'Allemagne ou ces pays-là, on pourrait se poser des questions. Là, franchement, l'Albanie, même si c'est une équipe qui a montré de la qualité collective, je crois que la France a assez de marge, assez de matière sur le banc, ou en tout cas des joueurs qui sont moins impliqués d'habitude, pour justement venir surtout gagner en France. On sait que l'ambiance sera forcément du côté des Français. Moi, je ne suis pas du tout inquiet que Mbappé soit absent. Ça arrive à toutes les grandes nations qu'un grand attaquant soit absent pour blessure. Je pense que ça va lui faire du bien en plus à Kylian Mbappé, pas de s'être blessé, mais en tout cas d'avoir peut-être ce mois de repos pour repartir et pour être prêt pour les prochaines échéances, parce que l'enjeu pour l'équipe de France, même s'il démarre, c'est pas le plus important là face à l'Albanie. Vous voyez qui, vous, Xavier, sur le terrain ? Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern de Munich, c'est quand même lui qui, a priori, ressemble le plus à Mbappé, avec sa capacité d'accélération, sa capacité à dribbler. Aujourd'hui, il est titulaire au Bayern depuis les départs de Ribéry et de Robben. Il l'était déjà un peu la saison dernière. Il n'est pas blessé, lui. Oui, et c'est vrai que le fait que, justement, il ne soit pas blessé, ça le place comme, pour moi, le titulaire idéal. En tout cas, c'est vraiment l'occasion, parce qu'on sait qu'il y a du monde. Il y a aussi Martial, qui n'a pas été rappelé cette fois-ci. Il y a Lacazette, même s'il joue plutôt dans l'axe. Il y a plein d'autres joueurs, et puis il y a Iconé qui vient d'arriver. Donc Didier Deschamps a l'embarras du choix. Je pense que le fait que Kingsley Coman, qui était dans le groupe avant, qui s'est blessé au mauvais moment, qui n'a pas été à la Coupe du Monde, et qui maintenant peut à nouveau être opérationnel, c'est quand même un signe pour lui faire confiance. La présence de Giroud, ça veut dire qu'on est parti jusqu'à l'Euro comme ça avec Giroud. Il sera toujours là. Il sera toujours là parce que Deschamps est infidèle, parce qu'il sait qu'Olivier Giroud, concrètement,
va jouer des matchs importants avec Chelsea, même si aujourd'hui il est pris de devant par Tammy Abraham. Je crois qu'il s'appuie sur un joueur qui apporte beaucoup à son collectif. Je le répète encore une fois, je ne pense pas que l'équipe de France aurait été champion du monde sans Olivier Giroud. Il fait partie du projet de Didier Deschamps, qu'aujourd'hui il est une pièce incontournable de son système. Je ne dis pas qu'il ne sortira jamais de ce 11 de départ, parce qu'au bout d'un moment, à force de ne pas jouer, il y a d'autres joueurs qui vont s'imposer. Mais on prend l'exemple Lacazette. Lacazette qui fait une saison et un début de saison avec Arsenal de grande qualité, a été laissé de côté. Donc ça prouve qu'à un moment donné, Giroud a une forme d'immunité, a une forme d'apport au sein de ce groupe que personne d'autre ne peut apporter. Il est le seul profil pour Didier Deschamps dans cet aspect-là. C'est-à-dire que même si Lacazette vient, il n'est pas dans le profil d'Olivier Giroud. Donc, à partir de là, il mise sur lui. Il a été toujours performant en équipe de France lorsqu'il a eu à être titulaire, donc je ne vois pas pourquoi il s'en séparerait aujourd'hui. Alors, il se passe des choses dans la ligne défensive avec la présence de l'Anglais. On sait qu'il a beaucoup joué avec le Barça, il était titulaire sur les premières journées de la Liga, que la présence d'Umtiti, Umtiti ne la doit qu'à la blessure d'Aymeric Laporte qui avait été appelé dans la liste avant lui. Est-ce qu'on est à un moment charnière aussi, c'est le cas de le dire, pour la composition de la charnière centrale C'est l'état du genou d'Umtiti qui va trancher. Je veux dire, c'est ça, pour moi, de dire la question. Après, Habib, il parlait de fidèle avec Olivier Giroud, mais je pense que Umtiti, s'il est opérationnel, il est à 100%. Il a toujours été là, il a répondu présent, il est champion du monde. Ça fait longtemps qu'il n'est pas à 100%. Ouais, mais donc s'il n'est pas à 100%... Mais quand il n'était pas, il l'appelait. Ouais. Là, il ne l'appelle plus parce que déjà, d'une, il ne joue plus avec son club. Et je pense qu'il sait que son genou est il est en délicatesse avec son genou. Donc là, c'était, on va dire, le moment parfait pour se dire, je ne l'appelle pas et j'essaie d'imposer l'anglais. Parce que concrètement, en club, l'anglais est titulaire depuis 6 mois. Et c'est Umtiti qui est sur le banc. Et les gens avaient beau dire à Deschamps, bah quand même vous mettez le remplaçant du titulaire du Barça, et maintenant il a eu en fait plus ou moins la situation parfaite, mais il s'était dit bon, Umtiti joue pas, en plus il est en délicatesse avec son genou, donc je prends l'anglais et Laporte. Sauf que Laporte se blesse, il rappelle Umtiti. Mais s'ils reviennent les deux à 100%, il est convaincu par qui? Il sera convaincu par Umtiti, parce que c'est celui qui a pour moi été dans la charnière avec Varane. Et le passif aujourd'hui, donc tu sais que pour Deschamps, même si Deschamps, je trouve qu'on lui prête ce conservatisme un petit peu trop important, parce qu'il a quand même renouvelé cette équipe de France. La moitié de l'équipe de France, il y a la moitié de champions du monde qui n'y sont plus. On est un peu plus d'un an après le titre de champion du monde, il y en a plein qui n'y sont plus. Je pense qu'il le fait en douceur. Donc voilà, petit à petit. Et il voit ce qui peut s'imposer surtout. Rappelez-vous comment Umtiti est arrivé dans cette équipe de France. Il arrive à l'Euro 2016 parce qu'il y a Jérémy Mathieu qui déclare forfait. Et donc il arrive alors qu'il est sur la liste des réservistes. Et puis finalement, il se retrouve titulaire. Donc s'il y a bien quelqu'un qui est pragmatique et qui ne fait pas des plans à long terme, c'est Deschamps. Donc il s'adapte. Des plans à long terme, il en fait. Oui, il a des projets à long terme, mais après il s'adapte. Projet à long terme. Il a quand même montré aujourd'hui que même sur des décisions qui étaient préjudiciables pour certains joueurs importants, qu'il est sur du projet à long terme. Quand tu vois Benzema, ça a été un projet dans sa tête à long terme où il a dit, de toute façon, quoi qu'il fasse, qu'il soit champion d'Europe, qu'il marque 50 buts, il ne viendra pas avec nous. Je pense qu'il se tient à ces décisions-là. Lacazette, tout le monde sait qu'une fois Lacazette est venu en équipe de France et ils ont été très mécontents de son comportement et de ce qu'il dégageait à l'entraînement avec ses manches, les manches dans la main, et que du coup, quand vous parlez avec le staff de Didier Deschamps, ils vous disent que Lacazette a un peu brûlé sa carte pour revenir en équipe de France. Ça le prouve aujourd'hui, il est performant, il ne le rappelle pas. Donc je pense qu'il est quand même sur un projet à long terme, sur ce qu'il définit pour cette équipe de France. Il a effectivement des grandes idées, et ça, le titre de champion du monde n'a fait que le confirmer. Mais de temps en temps, il s'adapte en fonction des circonstances. Nzonzi, on ne peut pas dire que Nzonzi c'était quelqu'un sur lequel il s'appuyait depuis le départ. Il est arrivé là un peu presque par effraction. Mais avec un profil, oublie jamais, essaie de prendre un peu de distance. C'est un profil complètement différent de ce qu'il avait. Nzonzi, par rapport à N'Golo Kanté, Pogba ou Matuidi, c'est des joueurs qui sont complètement différents. Tu regarderas que quand il prend un joueur, qu'il ajoute un joueur comme ça, c'est qu'il est jamais similaire à ce qu'il a déjà. C'est toujours quelqu'un qui est un petit peu en marge de ce qu'il a comme bloc équipe, comme collectif, comme équilibre. Et c'est ce qui nous surprend un petit peu. Nzonzi, tu le dis, mais Nzonzi, aujourd'hui, en équipe de France, il n'y en a pas. Avec ce style-là, il n'y en a pas. Quelqu'un qui est capable de se projeter, d'apporter sur les coups de pied arrêtés, t'en as pas. Bon, premièrement, je ne suis pas d'accord par rapport à Bey on n'est pas surpris. Qui nous fait comprendre que, Giroud, c'est lui
qui a été l'élément essentiel pour... Depuis quand il est là? Pour la Coupe du Monde. Attendez, c'est l'attaquant qui a réussi l'exploit à sortir de la Coupe du Monde sans marquer un but. Il est champion du monde. Il y en a beaucoup. Attendez, il y a beaucoup des grands attaquants qui Il est champion du monde. Même les remplaçants sont champions du monde, mon cher. Mais il est champion du monde sur le terrain. Tu m'as dit que c'est lui qui a apporté ceci. Il ne l'a pas fait. Donc, même ceux qui n'ont pas joué... Donc, explique-moi. Deuxième des choses, tu me parles actuellement de qu'il a souvent été fidèle. Mais non, il tâtonne. Mais où se trouve actuellement? Je me souviens du championnat d'Europe, vainqueur de la championnat. Je me souviens qu'il était parti prendre Gignac. Au Mexique, son équipe était 8e. Donc, à une certaine période, il a mis Gignac en attaque. À une autre période, il nous sort des noms bizarres comme ça qui viennent faire une petite pige au niveau des Bleus et puis s'en vont. Donc, aujourd'hui... À 5 cm près, avec Gignac, la France aurait gagné la championnat. À 5 cm près, mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, parce que vous avez quand même essayé de vouloir me vendre un projet qui est visible et tout, j'ai dit un sélectionneur qui s'est passé des services de Benzema, oui, et qui aujourd'hui se passe des services de Lacazette, qui toujours prend des remplaçants, et puis on va vous dire qu'il est super bon et tout. Un coup, ça peut arriver. Mais cette fois-ci, je dis bien, avec cette façon d'aller, comme il est en train d'aller là, je ne vois pas de projet. Encore que quand tu me parles d'un projet à long terme, Olivier Giroud est là depuis mars 2011 contre les États-Unis. Aujourd'hui, quel est l'âge d'Olivier Giroud? Alors, quel est le projet à long terme avec un joueur de 33 ans? Giroud, c'est un projet à court terme, c'est l'Euro. Non, mais c'est pas ça. C'est un projet. Non, mais c'est un projet. C'est un joueur qui a toujours été avec Didier Deschamps. Il l'a toujours mis titulaire. Et moi, ce qui me pose problème en fait dans ton analyse, et c'est là où t'es pas du tout cohérent en fait, Rémi, et tu as perdu le fil en fait de ce qu'est le football, c'est que tu parles d'un sélectionneur qui est finaliste de l'Euro et qui est champion du monde. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire qu'un finaliste de l'Euro en 2016 et un vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 n'a pas de projet. Donc je vais t'expliquer. Aujourd'hui, alors non mais maintenant je vais t'expliquer. Mais je vais t'expliquer. Tu te moques de Mourinho. Un champion, quelqu'un qui gagne. Chaque fois tu te moques du on s'est jamais moqué de Mourinho. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Tu serais un criminel Attendez, on va aller plus loin. Déjà ici, on s'est jamais. Non, tu dis que c'est pas un bon entraîneur. Non mais attends, écoute. Oh, c'est béton, c'est ceci. C'est Guardiola qui est le meilleur au monde. Non, mais tu sais, c'est pas parce que tu parles fort qu'on peut pas dire ce qu'on a à dire. Maintenant, je vais te dire. Parce que tu aimes Guardiola, quand tu auras fini de parler, on pourra expliquer. Justement, tu es en train de nous dire que par exemple. Chacun votre tour. Non, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que vous pouvez gagner des compétitions comme la Coupe du Monde sans avoir de projet. C'est impossible. Aujourd'hui, expliquez-moi qui, en l'espace de 2 ans, est finaliste de l'Euro et gagne la Coupe du Monde sans avoir de projet. C'est impossible. Ça n'existe pas. Donc si aujourd'hui, tous les entraîneurs doivent ressembler à Guardiola ou à Mourinho, c'est pas possible. Ils sont tous différents. Et qu'à un moment donné, il s'est fixé une ligne directrice qui l'a emmené à être finaliste de l'Euro et champion du monde. Moi, je dis bravo. Quand il prend pas Benzema, je suis premier à dire... Je comprends pas. Mais quand il est champion du monde, il nous ferme tous notre capet de dire vous restez dans vos sièges, commentez ce que vous avez à commenter, mais moi je suis champion du monde. Et aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, tu peux me le tourner dans tous les sens. Déjà quand tu me dis que Guardiola n'a pas de projet, je comprends pas, mais en même temps c'est ton idée. Me dis pas que Didier Deschamps n'a pas de projet. Il est champion d'Europe, il est finaliste du championnat d'Europe et champion du monde. Tu vas pas comme ça sans avoir de projet. Bon, on verra ce que ça donne avec Olivier Giroud. Oui, Nabil. S'il y a du popcorn, moi, oui, ça vous intéresse. Je suis preneur parce que là, écoutez, on se le note pour vendredi prochain. C'est sympa. En attendant, il y a ce match donc ce samedi, France-Albanie. Alors oui, évidemment, une victoire de la France serait logique, sauf que à l'Euro 2016, on se souvient que les Albanais avaient posé un petit peu de problème aux Bleus, qu'il avait emporté 2-0 avec des buts de Griezmann à la 90e et de Payet à la 96e. Donc voilà, on suivra quand même ce match. Brésil-Colombie à Miami ce vendredi et Neymar qui revient au terrain. C'est son premier match depuis le mois de juin. Il n'a pas joué depuis 3 mois maintenant. Est-ce que c'est raisonnable de le voir tout de suite comme ça, titulaire? Écoutez ce qu'en dit son sélectionneur, Tite.
Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que nous avons eu un rapport du PSG dans la condition physique de Neymar. Nous voulions savoir s'il allait bien et cela nous a été confirmé. On a été rassurés par ses entraînements que vous avez vus également. L'entraîneur du PSG a aussi dit qu'il était prêt à jouer, donc il va bien et il est en forme. Il y a quelques jours, il n'a pas joué pour plusieurs raisons. Ici, il est prêt et il va faire tout ce que la sélection lui demande. Nous n'allons pas négliger un aussi grand talent que lui. Il faut demander au PSG maintenant, puisque il se couvre en expliquant que de toute façon, si ça tourne mal, c'est le PSG qui leur a expliqué qu'il était opérationnel. Et puis, si ça tourne mal, le PSG va nous expliquer que eux auraient peut-être à dose homéopathique intégré Neymar. C'est quand même très étrange de voir un joueur qui est arrêté depuis 3 mois démarrer par un match amical en équipe nationale à Miami en titulaire. Enfin, tout ça me paraît extrêmement bizarre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous êtes à ce niveau-là et que vous êtes ce type de joueur, c'est vous qui décidez en quelque sorte si vous êtes apte ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec le PSG de dire est-ce que tu es bien ? Oui, je m'entraîne. On ne peut pas te faire jouer pour les circonstances que vous connaissez tous à travers son transfert. Maintenant, il arrive en équipe du Brésil. Il est de toute façon vidé de cette déception de ne pas être parti. De toute façon, maintenant, c'est acté. On est au-delà du 2 septembre et qu'il n'y a pas de raison qu'on retarde aujourd'hui son entrée, que ça soit en sélection avec le Paris Saint-Germain. Alors après, est-ce qu'on le fait jouer 45 minutes ? Est-ce qu'on le fait jouer 1 heure ? Est-ce qu'on le fait jouer 90 minutes ? Il y a des préparateurs physiques, il y a un staff, il y a un sélectionneur qui va décider ça. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on dit... Il y aura des débats, Bip, non, mais c'est pas ça. Ouais, mais justement, le débat, en fait, il est stérile parce qu'on va te dire « Ah oui, mais s'il n'avait pas joué contre Strasbourg, rappelez-vous, il ne se serait pas blessé. » Sauf que vous regardez tous les grands joueurs, Ronaldo, Messi, quand ils reviennent de blessure, ils jouent pas 10 minutes, ils jouent pas 15 minutes, on les met, ils jouent parce qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts, on les a préparés pour ça. Si lui, il arrive en sélection et qu'il dit « Je m'entraîne depuis 1 mois. Alors oui, je m'entraîne avec des circonstances où mentalement j'étais un petit peu affecté, mais je m'entraîne, je suis bien physiquement, j'ai fait mon travail physique, j'ai fait mon travail technique. » Et Tite, il dit « T'es prêt ? Ok, on y va. » Et on y va, 45 minutes, 1 heure. Et c'est pas parce qu'il peut se tordre la cheville à la 75e qu'on dira « Ah ouais, mais si on avait su, on l'aurait fait jouer 40 minutes. » Vous pouvez vous blesser à la 15e seconde comme vous blessez à la 95e quand vous êtes un footballeur. Sauf que s'il se reblesse encore une fois, il est surveillé quand même le lait sur le feu. Parce que... Non, mais à ce moment-là, on ne le ferait plus jouer. Non, mais s'il n'a pas joué d'ailleurs au mois d'août, c'est surtout parce que le PSG ne voulait pas qu'il se blesse en cas de transfert. Parce qu'on a bien compris que souvent, les arguments avancés étaient Neymar ne peut pas jouer, il est officiellement blessé. Ils auraient pu le faire jouer puisqu'ils ne voulaient pas le vendre. Ça ressemblait à de la blessure diplomatique. Donc là, le fait de le faire jouer d'ailleurs ses premiers matchs avec le Brésil, c'est aussi une bonne formule. Ça lui enlève un peu de la pression qu'il aura à Paris lorsqu'il fera son retour. Enfin, il y a quand même un gros enjeu pour lui parce que le Brésil, pendant son absence, il s'est passé 2-3 choses. Le Brésil a gagné la Copa América. Et puis, on a le sentiment, enfin, d'après les échos qu'on a, que le retour de Neymar en sélection ne fait pas l'unanimité au Brésil même. Donc, il est quand même, c'est un joueur quand même sous pression. C'est un joueur qui n'a jamais fait l'unanimité. Il a toujours, même si c'est un talent fou, il a toujours été... Il est toujours critiqué. Il porte la sélection du Brésil comme jamais. Oui. Je veux dire, son image, elle s'est dégradée au fur et à mesure. Messi n'est pas critiqué en Argentine ? Messi ? Si, bien sûr. Il est critiqué en Argentine. Évidemment. Je pense que c'est le lot de tous les grands joueurs, en fait. Ah oui. Et la pression, il l'a, mais il vit avec depuis qu'il est né, en fait. Enfin, depuis qu'il est né. Depuis il a été conditionné à l'âge de 14 ans comme être l'espoir numéro 1 du Brésil. Moi, je suis d'accord avec mon ami Rémi. Non, Xavier. D'accord. Juste pour savoir. Non. Le film de mémoire, c'est quoi ? Je pense, Rémi, où tu vas être d'accord, c'est que je suis d'accord avec Xavier sur le fait que c'est peut-être mieux pour lui de commencer avec le Brésil que d'arriver dans cette fournaise que pourrait être le Parc des Princes parce que ça va être une fournaise 15 minutes, le Parc des Princes. Une fois qu'il va faire 3 arabesques, vous allez voir. Ce que vous nous annoncez là, c'est pour dans 8 jours contre Strasbourg. Non, mais c'est pas ça, mais ça va siffler un petit peu, et puis il va faire 3 roulettes et petite frappe en lucarne, et puis on va oublier, j'ai vécu ça avec Ribéry, pire que ce qu'a connu Neymar, je vous le garantis. J'ai vu des banderoles qui faisaient 45 mètres de long avec les plus grosses insultes au monde. On a joué Rennes, on a gagné 2-0 à la fin, il est parti s'excuser, tout le public était debout, et il est reparti pour une saison, il était adoré. Quoi ? Dit quelque chose qui est important. Faut pas s'excuser, faut pas rentrer dans ce larmoyant, là, des histoires d'excuses. Je m'excuse, c'est pas vrai, c'est des trucs qui sont montés, personne n'y croit. Non, mais tu dis Ribéry est parti s'excuser. Donc non, il est pas parti, il s'est pas excusé avant le match, il s'est excusé après le match, il est parti, genre il a doublé les supporters. Lui, il l'a fait. Mais est-ce que Neymar il le ferait ça ? Mais si Marc, peut-être qu'il ira saluer, tout le monde oubliera. Ce que je veux dire, c'est que comme l'a dit Xavier, je pense que c'est une bonne chose qui commence avec le Brésil dans un contexte où je pense que ses partenaires sont contents qu'il revienne. Oui. Il va revenir dans un match avec le Brésil, il va briller et puis ça va se réinstaller petit à petit. Les Brésiliens vont de nouveau aimer leur star parce que c'est le seul joueur aujourd'hui, on peut le dire ce qu'on veut, qui a été vu, et je dis entre guillemets, comme l'héritier de Pelé. C'est-à-dire, ce qu'on a starisé au Brésil, c'était lui un petit peu
on va dire, celui qui avait dans ses pieds un petit peu ce qu'a amené Pelé au Brésil. Donc il redeviendra la star. Il est pas Pelé, attention, je dis pas qu'il est Pelé. Avant Pelé, il y en a quand même d'autres qui sont au-dessus de lui aujourd'hui. Ronaldinho, Oui, Rivaldo. mais là, récent, je parle. Ouais. Je parle Mais récent. là où Aujourd'hui, t'as- dans cette équipe du Brésil, qui est starifié comme Neymar? Personne, mais ce qui est clair, c'est qu'il est déjà dans l'histoire de la sélection brésilienne, puisqu'il est 3e meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, avec un ratio absolument exceptionnel qu'on ne soupçonne pas. Et là, s'il marque encore 1 ou 2 buts, il va quand même passer devant Ronaldo R9, donc ce qui n'est pas anodin, quoi. Oh ben, je ne pense pas que, comme vous dites, que Messi est contesté, l'autre est contesté chez lui, mais non. Ronaldo, il vient d'être élu pour la 10e fois d'affilée le meilleur joueur du Portugal et il est beaucoup adulé là-bas. Oui. Mais par contre, quand vous me dites, par exemple, par rapport à Neymar, il aura plutôt des difficultés. Je crois qu'il a fait un mauvais choix. Parce que vous avez relevé tout de suite un truc, c'est que sans lui, le Brésil a réussi à remporter la Copa América. Lui, il va arriver, bien évidemment, dans une équipe où on a vu beaucoup plus de la solidarité, où il va revenir en tant que le sauveur absolu, Neymar, qui revient faire le tétard et la star. Eh bien, ça risque de le plonger dans la mare. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il est plutôt très dangereux d'aller dans des matchs de cette envergure-là. Moi encore, j'aurais peut-être imaginé, parce que Neymar, quand on me dit qu'il devrait repartir au Brésil où il est, mais non. Au Brésil, Neymar est allé de façon décrescendo. Tout comme sur le plan international. N'oubliez pas qu'en 2012, quand même, ce monsieur-là a été 11e au Ballon d'Or. Et que progressivement, il n'a fait que reculer, 13e et tout, on n'en parle plus. Donc, il repart dans une équipe où il y a déjà une certaine solidité. S'il ne parvient pas à s'imposer, non seulement il aura des problèmes à Paris, il aura des problèmes encore au Brésil, et finalement, déjà en Espagne, on ne veut pas de lui. Neymar, ce sera la fin de sa carrière. Rappelons qu'il n'a pas des phénomènes devant lui. Il y a des très bons joueurs comme Everton ou Richarlison. On parle quand même de Neymar. Donc, qui ne s'arrive pas à s'imposer au sein de la sélection brésilienne. Je vous mets la chemise de Rémi Ngono sur la table. Ah non, mais la tienne, mais attendez. Bon, on est tous d'accord pour dire, en tout cas, qu'il est dans un moment extrêmement important de sa carrière, après toutes les péripéties qu'il a vécues sur le terrain et en dehors. Alors, c'est une information sortie par El País, le quotidien espagnol. Il y a, dans le contrat de Lionel Messi, une clause qui lui permet de partir dès l'été prochain pour 0 €. En théorie, donc, le quintuple Ballon d'Or pourrait quitter le Barça gratuitement. Réfé, est-ce que vous pouvez nous expliquer la logique de ce genre de clause qui n'est pas si courante que ça? Disons que le dernier contrat qu'avait signé Messi courait effectivement jusqu'à l'été prochain. Après, il a été prolongé d'1 année, mais en gardant cette possibilité de départ. C'est une manifestation de confiance, sans doute, de la part de Barcelone, qui n'a pas réussi à faire prolonger les contrats et donc qui doit espérer que Messi ait toujours envie de rester, car effectivement, le contrat, on a vérifié auprès du club, il peut aller n'importe où, théoriquement, même au Real Madrid s'il le voulait, pour 0 €. Xavier, Oui, j'ai été un peu surpris quand j'ai lu ça, parce qu'on avait dit qu'il avait une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Bon, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé. Ça paraît assez étonnant. Alors, on sait qu'effectivement, Messi est bien à Barcelone, que s'il avait tiré, il serait peut-être parti un peu plus tôt. On avait parlé de Manchester City, on a parlé du PSG, beaucoup de noms avaient circulé. En fait, il est chez lui à Barcelone et il y est très attaché. Certains disent qu'il est plus barcelonais qu'argentin, d'ailleurs. Hein. Mais d'ailleurs, il a passé plus de temps depuis ses 13 ans. Il en a plus de 30 maintenant à Barcelone qu'en Argentine, à Rosario, où il est né. Maintenant, il y a bien peut-être un jour où ça va s'arrêter. Parce que cette pression-là, s'il veut continuer à jouer un petit peu, il faudra mieux qu'il aille ailleurs. Alors, ailleurs en Europe, je ne pense pas. Ce sera soit les États-Unis, soit la Chine, soit le Moyen-Orient. Mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Parce que là, 2021... C'est un peu rapide. Cela dit, on prête à Suarez l'intention de quitter Barcelone l'été prochain pour aller aux États-Unis rejoindre son ami David Beckham, qui monte un projet à la MLS. Et on sait que Messi est très, très proche de Suarez, donc un jour ou l'autre, il aura peut-être la tentation de le rejoindre. Ça vous paraît imaginable? Bien sûr. Bien sûr, mais en même temps, si on parle d'un plan comptable, il a été amorti. C'est-à-dire qu'on a payé beaucoup d'argent pour Messi à travers le salaire. Bah oui. Mais sachant qu'il a été formé au Barça,
on ne peut pas considérer dans l'amortissement, puisqu'il n'a pas été acheté 200 ou 300 millions. Dans l'amortissement du club, vous savez, c'est calculé. On amortit le joueur sur plusieurs années. Lui, il n'est pas dans un amortissement, il ne rentre pas dans un tableau d'amortissement pour le Barça. Et le fait de mettre cette clause, c'est aussi de dire à Messi, bah, ici, tu es le roi, tu as les pleins pouvoirs. Voilà. Si tu veux partir, tu pars. On sait que tu aimes le Barça. Et comme il l'avait dit, je crois que sa seule intention un jour, c'est de repartir jouer pour son club de cœur en Argentine. Donc si le Barça, c'est ça, ils se disent, si demain Messi voulait partir, au pire, nous, on sait qu'il voudrait retourner en Argentine. C'est pas préjudiciable pour le Barça parce qu'il va pas aller renforcer un concurrent. Et je pense que c'est vraiment une façon de dire à Messi, nous, on veut pas te cadenasser. On est content que tu sois là. Tu seras là autant de temps que tu veux. Même si tu veux jouer jusqu'à 40 ans, on te paiera jusqu'à 40 ans. Et c'est une façon, voilà, je pense. Allez, on passe au carton. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez Rémi, vous vouliez parler votre carton cette semaine. Il est de quelle couleur? Césaire Modeux, de ma page Facebook Raming en officiel, donne le carton rouge à la FIFA qui a oublié Pierre-Emerick Aubameyang, qui est quand même co-meilleur buteur de la Première Ligue. Dans son top 50, on retrouve quand même des bras cassés comme Vidal. Donc imaginez, comme justement on parlait avec Habib Beye la semaine dernière, c'est toujours des joueurs africains de cette envergure qu'on oublie et on vous sort n'importe quoi d'une poubelle comme ça. Donc finalement au village, nous en Afrique, on ne nous voit jamais. Mais il y a un proverbe africain qui dit « Le soleil n'oublie pas un petit village ». Là, vous parlez en fait de la sélection pour l'équipe type de la FIF Pro, donc qui sera annoncée en même temps que The Best, le prix individuel de la FIFA. Ouais. Donc on a eu effectivement une liste de 55 joueurs qui sont candidats pour le 11. Et effectivement, ça c'était mon carton à moi. Je m'interrogeais un peu sur l'absence de Hakim Ziyech. Il y a quand même 3 Africains dedans. Bon, les évidents, j'allais dire, Kalidou Koulibaly, Mohamed Salah et Sadio Mané. Habib, votre carton. C'est un double carton rouge, on ne s'est pas appelé avant, mais oui, c'est pour le trophée FIFA, encore pas de Sadio Mané. Toujours pas de Mohamed Salah, donc je me pose encore la question. Les finalistes. Pour les finalistes. Alors là, vous parlez du prix trio. Et puis le deuxième, c'est pour Mohamed Salah, que j'aime beaucoup, mais qui a énervé mon Sadio Mané. Oh, ah oui, et on ne peut pas énerver mon Sadio Mané comme ça, parce que quand Sadio Mané est comme ça, on ne l'a jamais vu comme ça. Et ça fait quelques temps que je commente les matchs de Liverpool où je dis attention, Mohamed Salah commence à oublier de temps en temps Sadio Mané, une forme de petit duel s'est installé du côté de l'Égyptien. Et il fallait que ça arrive. Et je suis très content en quelque sorte que ça soit arrivé parce que je crois que maintenant, Mohamed Salah va réfléchir à 2 fois. Voilà. Donc c'est pas forcément un carton rouge, c'est un carton orange pour Mohamed Salah parce que je l'aime beaucoup et j'aimerais qu'il soit aussi récompensé. Sa réaction vous a surpris, juste en 2 mots? Ouais, elle m'a surpris parce que j'ai jamais vu Sadio comme ça, mais je pense que c'est un trop-plein. C'est un trop-plein et il fallait qu'il le manifeste. Il l'a manifesté comme ça et je crois que Jürgen Klopp a une très bonne réaction. Il a dit que ça faisait partie du football et il est content de voir un joueur avec ces émotions-là. Ouais, Nabil, votre carton. Moi, je voulais le mettre aussi comme pour la FIFA et notamment l'absence de Ziyech. Mais j'ai réfléchi là et en fait, je vais le mettre à Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, qui gère mal le mercato et notamment sur la fin. Ils ont grillé un joker sur Rongier et ils ont remis au lendemain ce qu'il pouvait faire la veille. Ça fait 3 ans qu'il est là. Les codes, apparemment, il les a toujours pas. Et moi, je suis quand même inquiet pour l'OM et la gestion des mercatos de l'OM qui se suivent et qui se ressemblent et que je trouve pas à la hauteur de ce club. Xavier, après tous ces cartons rouges, moi je vais mettre un carton vert. Carton vert est un petit pays d'Afrique qui jouait le premier tour de la Coupe du Monde cette semaine, premier tour aller, et qui a gagné, c'est le Djibouti. Un pays d'1,2 million habitants à peine, et qui a réussi à battre le Swaziland difficilement, 2-1, mais qui donc a une petite chance peut-être d'accéder au tour suivant de la Coupe du Monde, ce qui serait quand même un exploit. Ouais, quand on a vu ce qu'ont réussi à faire quelques petits pays du football africain, Djibouti est peut-être au début de quelque chose. On ne sait jamais. La Somalie également, si je ne dis pas de bêtises, c'est un plus grand pays. Mais ils ont battu, non, mais c'est une surprise quand même, ils ont battu le Zimbabwe qui a montré plutôt des belles choses lors de la dernière CAN. Et on suit ça, comme on le disait hier, sur FIFA.com, ce qui est une innovation, les matchs en direct des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique sur le site FIFA.com. Alejandro Valente, votre carton. On parlait de Messi, un carton vert à l'autre gloire vivante du foot argentin, Diego Maradona, qui rentre au pays et qui prend un club en grande difficulté comme entraîneur, Gimnasia y Esgrima La Plata, qui est les doyens du football argentin et qu'il va essayer de sortir d'une relégation presque assurée. Alors,
Il a été très généreux. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'argent, donc on allait lui payer ce qu'on pourrait. Et voilà, il s'élance encore une fois dans un grand défi. Maradona est disponible aussi pour 0 €. Presque. Non, mais c'est une caractéristique argentine, ça. David ? Non, mais c'est plutôt classe de sa part. Je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux du football et je trouve que c'est plus sympa de le voir là que dans d'autres registres. Allez, c'est sur ce salut à Maradona et sa générosité que l'on termine et qu'on referme ce Café des Sports. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de Radio Foot et, figurez-vous, pour le retour d'Annie Gasnier aux commandes. Bon week-end à tous. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Brahim Metiba qui publie « Tu reviendras ». En pleine rentrée littéraire, zoom sur un auteur d'autofiction qui pose sur la table l'islam, l'homosexualité, le patriarcat. Au menu de ce romancier algérien installé en France, Skikda, sa ville natale, Albert Cohen, Camus, Audrey Hepburn. Dites, vous viendrez ? En sol majeur, Yasmine Chouaki. Demain, à partir de 14h10 TU. RFI. Musique du monde, Laurent Saloir. Tinariwen, le groupe emblématique du Sahara, côté Mali, vient de sortir Amadja, son 9e album. On y retrouve une des grandes voix de Nouakchott, Nouramin Semali, mais aussi d'autres pointures venues du rock, comme le violoniste Warren Ellis, membre des Bad Seeds de Nick Cave. Nous avons enregistré cette session live, celle de Tinariwen, cet été, au festival Gnawa d'Essaouira. Musique du monde, Laurent Saloir. Demain, à partir de